21 décembre 1945. Le téléphone sonna dans le bureau de Dwight Eisenhower, à Washington. La nouvelle fut brève et dévastatrice. George Patton était mort. Pour le monde, c'était la fin d'un héros de guerre. Pour Eisenhower, c'était la fin d'un fardeau insupportable et le début d'une liberté effrayante. Pendant 3 ans, Eisenhower vécut un dilemme constant. En public, il était le commandant suprême contraint de discipliner son général le plus controversé et efficace. En privé, il était le stratège qui dépendait désespérément de ce même général pour remporter des batailles que nul autre n'oserait mener. Il défendit Patton devant des présidents, s'excusa pour ses emportements auprès des Alliés et brida son agressivité pour éviter des désastres diplomatiques. C'était un équilibre précaire, un lourd secret que seul Eisenhower connaissait. Avec la mort de Patton, ce fardeau disparut. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, Eisenhower n'eut plus besoin de mesurer ses mots. Ce qu'il révéla dans les semaines qui suivirent fut une vérité choquante, qu'il avait gardée enfouie sous le poids de la politique. La vérité était que Patton n'était pas seulement un grand général. Il était l'arme la plus importante de l'arsenal allié, une force de la nature qui ne pouvait être remplacée. Mais pour comprendre le poids réel de cette perte et ce qu'Eisenhower ressentait vraiment, nous ne pouvons pas nous tourner vers les champs de bataille d'Europe. Nous devons remonter le temps, bien avant la guerre, jusqu'au début d'une amitié qui allait changer le cours de l'histoire. Camp Meade, 1919. Le monde pensait les plaies de la Première Grande Guerre, mais 2 jeunes capitaines planifiaient déjà la suivante. Les mains sales de cambouis et l'esprit bouillonnant d'idées, Dwight Eisenhower et George Patton passaient des heures dans des hangars froids, à démonter des moteurs et à redessiner l'avenir de la guerre. Ils n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient les prophètes d'une ère nouvelle. Ils ne pouvaient être plus différents. Patton était l'incarnation de l'assurance. Un riche aristocrate, héritier d'une lignée de militaires, qui avait déjà prouvé sa valeur au combat au Mexique et en France. Il se déplaçait comme si le monde lui appartenait. Eisenhower, en revanche, était le fils d'un fermier du Kansas. Silencieux, analytique, il portait la frustration de ne pas s'être battu en Europe et une soif immense de prouver sa valeur. L'un avait besoin de l'armée pour vivre, l'autre sentait que l'armée avait besoin de lui pour vaincre. Malgré leurs différences, ils étaient unis par une vision radicale. Pour eux, les chars n'étaient pas de simples véhicules de soutien à l'infanterie, comme le soutenaient les vieux généraux. Ils étaient la cavalerie du XXe siècle, rapides, brutaux et décisifs. Une force qui, correctement employée, pourrait écraser des armées entières en quelques jours, et non en des années. Mais cette vision était considérée comme une hérésie. Le commandement de l'armée, encore attaché aux chevaux et aux tactiques d'antan, rejeta leur théorie. On leur ordonna de cesser. Leurs carrières furent menacées. C'est à ce moment que leur nature distincte définirent leur destin. Patton, protégé par sa fortune, pouvait se permettre de défier le système, de ridiculiser ouvertement les généraux plus âgés. Eisenhower, qui dépendait de son salaire pour faire vivre sa famille, apprit une leçon différente. Il apprit à mener ses batailles en coulisses, à être patient, à utiliser la politique comme une arme. Il enterra sa passion sous une chape de prudence stratégique. 23 ans plus tard, le monde était en flammes. Ces 2 capitaines étaient désormais les hommes les plus puissants de l'armée américaine. Eisenhower, l'officier prudent, était le commandant suprême des forces alliées en Europe. Et Patton, le guerrier impétueux, était son général le plus redouté et le plus mortel. L'amitié forgée dans le cambouis et la théorie était sur le point d'être mise à l'épreuve par le feu, par le sang et par l'insoutenable pression du commandement suprême. Et la première grande crise ne viendrait pas d'une attaque ennemie, mais d'un effondrement au sein d'un hôpital de campagne. Août 1943, Sicile. L'île était pratiquement conquise. Un triomphe rapide et brutal, largement attribué à l'audace du général George Patton. Au sommet de sa gloire, il décida de visiter les hôpitaux de campagne pour rencontrer ses soldats blessés. Mais dans l'une des tentes, il ne trouva pas d'hommes blessés par balles ou par des éclats d'obus. Il y trouva des soldats dont l'esprit s'était brisé sous le poids insupportable du combat. Pour Patton, un guerrier qui considérait la peur comme une faiblesse morale, c'était incompréhensible. C'était de la lâcheté. Face à un jeune soldat qui tremblait et pleurait, la fureur de Patton explosa. Il le traita de lâche, hurla des insultes et, dans un acte de mépris total, le gifla devant les médecins et les infirmières, choqués. Quelques jours plus tard, il recommença avec un autre soldat.
Pour Patton, il ne faisait qu'imposer la discipline de fer qui faisait gagner les guerres. Mais il n'était plus sur un champ de bataille isolé. La nouvelle de ses agissements fuita, traversa l'océan et explosa comme une bombe dans les journaux américains. Le héros de la Sicile était devenu un monstre. Les politiciens exigèrent sa tête. Le public réclamait justice. Dans son quartier général, Dwight Eisenhower se retrouva face à un choix impossible. La pression de Washington était écrasante, renvoyer Patton. Mais Eisenhower regardait les cartes de l'Europe et voyait un chemin sanglant se profiler. Il savait qu'il avait besoin d'un prédateur pour mener l'avancée, un général que les Allemands craignaient plus que tout autre. Renvoyer Patton signifierait retirer son arme la plus aiguisée de l'échiquier, prolongeant peut-être la guerre et coûtant des milliers de vies supplémentaires. Le garder, cependant, risquait de créer une crise politique si grave qu'elle menacerait le soutien du public à l'ensemble de la guerre. La solution d'Eisenhower fut un chef-d'œuvre de calcul politique et de cruauté stratégique. Il ne renvoya pas Patton. Au lieu de cela, il l'humilia. Il força son vieil ami à s'excuser publiquement, non seulement auprès des soldats qu'il avait agressés, mais aussi auprès de toute son équipe médicale et de chaque unité de son armée. Il sauva la carrière de Patton, mais il lui mit une laisse, montrant à tous qui était aux commandes. Qu'auriez-vous fait à la place d'Eisenhower? Auriez-vous renvoyé ce génie problématique pour satisfaire la justice ou tout risqué pour conserver son arme la plus puissante au combat? Laissez votre avis dans les commentaires. L'histoire est faite de choix impossibles comme celui-ci. Et seuls les élus, ceux qui cherchent à comprendre la vérité derrière les héros, cliqueront sur le bouton rouge pour s'abonner. Eisenhower n'a pas sauvé Patton uniquement pour son habileté sur le champ de bataille. Il l'a sauvé pour une raison bien plus secrète et importante. Il planifiait déjà la plus grande invasion de l'histoire, et pour qu'elle réussisse, il avait besoin d'un fantôme. Et il était sur le point de transformer son plus célèbre général en la plus grande supercherie de la Seconde Guerre mondiale. Printemps 1944. La plus grande force d'invasion de l'histoire était rassemblée en Angleterre, prête à traverser la Manche. Mais Dwight Eisenhower n'avait pas seulement un problème de logistique, il avait un problème de psychologie. Pour que le débarquement en Normandie ait la moindre chance de succès, il devait convaincre tout le haut commandement allemand de regarder au mauvais endroit. Il devait semer un mensonge si grand et si convaincant que l'ennemi y jouerait la guerre. Mais comment trompe-t-on toute une nation? On n'utilise pas seulement de fausses cartes et de faux plans, on utilise l'esprit de son ennemi contre lui. La solution d'Eisenhower fut l'opération Fortitude, la plus grande ruse militaire jamais conçue. Une armée fantôme fut créée dans le sud-est de l'Angleterre, avec ses chars gonflables qui semblaient réels vus du ciel, ses avions en bois alignés sur de fausses pistes et un flux incessant de faux trafics radio décrivant les préparatifs d'une invasion dans le Pas-de-Calais, le point le plus proche de la France. C'était un théâtre de guerre à une échelle monumentale. Toute grande pièce a besoin d'un acteur principal, et Eisenhower choisit le meilleur qu'il avait, George Patton. Après le scandale en Sicile, Patton était mis au placard, sans véritable commandement. Mais les Allemands l'ignoraient. Pour eux, Patton était le général le plus agressif, le plus imprévisible et le plus brillant des Alliés. Les renseignements allemands étaient obsédés par lui, fermement convaincus que là où se trouverait Patton, là se trouverait le point principal de l'invasion. Eisenhower prit la plus grande arme de Patton, sa réputation terrifiante, et la transforma en appât. Imaginez être l'épée la plus affûtée du monde. Mais au lieu de servir à trancher, on vous utilise comme un miroir pour tromper l'ennemi. Était-ce du génie ou la pire des humiliations? Pour Patton, c'était une pure torture. Tandis que d'autres généraux se préparaient pour la gloire du jour J, il était contraint de voyager à travers l'Angleterre, inspectant ses troupes en caoutchouc, prononçant des discours enflammés devant des champs vides et s'assurant que les avions de reconnaissance allemands le voient, mais il se sentait comme un clown, un pion dans le jeu d'Eisenhower. Chaque jour qui passait était une insulte à sa nature de guerrier. Et la ruse fonctionna avec une perfection terrifiante. Les Allemands mordirent à l'hameçon. Même après le débarquement des premières troupes en Normandie le 6 juin, Hitler et ses généraux restèrent convaincus qu'il ne s'agissait que d'une diversion. La véritable invasion, l'invasion de Patton, était encore à venir à Calais. Des divisions Panzer entières, qui auraient pu écraser les débarquements en Normandie, furent maintenues en réserve, attendant un fantôme. La réputation de Patton, celle-là même qui avait failli mettre fin à sa carrière, sauvait maintenant des milliers de vies en le maintenant loin de la bataille.
Il était l'arme la plus efficace de la guerre précisément parce qu'il ne combattait pas. Mais la ruse avait rempli son rôle. La tête de pont en Normandie était sécurisée. Le théâtre d'Eisenhower était sur le point de baisser le rideau. Et l'Europe était sur le point de découvrir ce qui se passait lorsque l'arme la plus dangereuse des Alliés était enfin utilisée pour de bon. 1er août 1944. La cage fut ouverte. Après des mois d'humiliation en tant que général fantôme, George Patton reçut enfin le commandement de la 3e armée américaine sur le sol français. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, ce fut un ouragan. La vision qu'Eisenhower et lui avaient partagée en 1919, celle d'une guerre de vitesse et de puissance de feu, explosa à travers le paysage français avec une fureur qui choqua le monde. En seulement 30 jours, la 3e armée avança de plus de 960 km, une vitesse jamais vue auparavant dans l'histoire de la guerre moderne. Ils ne conquéraient pas le territoire, ils le dévoraient. Villages et villes étaient libérés en l'espace de quelques heures. Des dizaines de milliers de soldats allemands, stupéfaits et démoralisés, étaient capturés ou tout simplement anéantis. Pour des hommes comme Patton et Eisenhower, qui avaient vu une génération entière mourir pour quelques mètres de boue durant la Première Guerre mondiale, c'était la validation de tout ce dont ils avaient rêvé. Du point de vue allemand, c'était un cauchemar incompréhensible. Ils ne parvenaient non pas à établir une ligne de défense, car au moment même où ils la dessinaient sur la carte, les chars de Patton l'avaient déjà franchie. Il était un fantôme qui se déplaçait trop vite pour être combattu, un prédateur qui ne s'arrêtait jamais pour se reposer. La panique se propagea au sein du haut commandement allemand. La machine de guerre qui avait conquis l'Europe était en train d'être démantelée par une seule armée américaine. Au quartier général suprême, Eisenhower observait les cartes avec un mélange de fierté et d'effroi. Il voyait son vieil ami accomplir l'impossible. Mais il voyait aussi la réalité brutale de la logistique. L'avancée de Patton était si rapide qu'il distançait ses propres lignes de ravitaillement. Ses chars consommaient jusqu'à 1,5 million de litres de carburant par jour, une demande que la célèbre route de ravitaillement Red Ball Express peinait à satisfaire. Les appels de Patton étaient furieux et désespérés. « Donnez-moi le carburant, Ike !» implorait-il. « Donnez-moi le carburant et je serai à Berlin dans 2 semaines, et la guerre sera finie. » Mais Eisenhower ne le pouvait pas. Il ne commandait pas seulement la 3e armée, il commandait la plus grande alliance militaire de l'histoire. D'autres armées, comme celle du méthodique général Bradley et celle du prudent maréchal Montgomery, avaient aussi besoin de ravitaillement. Pressé par la politique de l'Alliance et la logique d'un front unifié, Eisenhower prit la décision la plus controversée de sa carrière. Il ordonna à Patton de s'arrêter. Il détourna le carburant et le ravitaillement vers l'opération Market Garden de Montgomery, un pari audacieux et complexe qui, au final, échoua de manière spectaculaire. Pour Patton, ce fut plus qu'une erreur stratégique, ce fut une trahison. Il voyait l'armée allemande blessée et chancelante, prête pour le coup de grâce, et son commandant l'avait forcé à s'arrêter. Il était convaincu que la prudence d'Eisenhower coûterait des milliers de vies et prolongerait la guerre de plusieurs mois. Leur amitié était en lambeaux, la confiance brisée. Ils étaient loin de se douter qu'en arrêtant Patton, Eisenhower avait donné à l'ennemi exactement ce dont il avait le plus besoin. Du temps. Et dans l'ombre de la forêt des Ardennes, une contre-offensive désespérée était en préparation, une crise qui forcerait Eisenhower à implorer cette même vitesse imprudente qu'il venait d'interdire. 16 décembre 1944. Dans le silence enneigé de la forêt des Ardennes, l'enfer se figea. Un demi-million de soldats allemands et plus d'1 millier de chars, rassemblés dans le secret le plus total, s'abattirent sur les lignes américaines prises au dépourvu. Ce fut le dernier et plus désespéré des paris d'Hitler, un coup d'une brutalité effroyable qui déchira le front allié. Des unités entières furent encerclées et anéanties. La panique se propagea comme un virus. Pour la première fois depuis la Normandie, il semblait que les Alliés pourraient, en effet, être repoussés jusqu'à la mer. L'ironie était amère. Le temps que les Allemands avaient mis à planifier cette attaque massive était le même que Patton avait passé immobilisé, à court de carburant, maudissant la prudence d'Eisenhower. Pendant que l'opération Market Garden de Montgomery échouait dans le nord, l'armée allemande se regroupait dans l'ombre,
préparant la contre-attaque qui menaçait désormais de tout anéantir. La décision d'Eisenhower de freiner son général le plus agressif avait involontairement créé l'opportunité du plus grand désastre américain de la guerre en Europe. Dans une salle froide à Verdun, Eisenhower réunit ses principaux commandants. L'air était lourd de l'odeur de la défaite. Le général Bradley, d'ordinaire calme et maître de lui, était visiblement ébranlé. Montgomery, fidèle à sa nature, préconisait une réorganisation défensive lente et méthodique. D'autres généraux parlaient de battre en retraite, de consolider, d'attendre des renforts. C'étaient les paroles d'hommes qui tentaient de gérer un désastre, non de le surmonter. Puis, au milieu du pessimisme, Eisenhower fit l'impensable. Son regard balaya la pièce et se posa sur le seul homme qui gardait le silence, le seul homme dont la fureur était presque palpable, George Patton. L'homme qui l'avait humilié, qui l'avait contenu, qui l'avait accusé d'imprudence. Dans un silence de mort, Eisenhower posa la question qui allait définir le reste de la guerre. « George, combien de temps vous faudra-t-il pour attaquer ?» Tous dans la salle retinrent leur souffle. Ils savaient ce qu'Eisenhower demandait. La troisième armée de Patton se trouvait à plus de 160 km au sud, menant sa propre bataille et positionnée à 90 degrés de la crise. Déplacer une armée de cette taille était un cauchemar logistique dans des conditions idéales. La désengager du combat, la faire pivoter d'un quart de tour, la faire marcher sur des routes gelées au milieu d'un blizzard et la lancer contre le flanc d'une attaque allemande massive était considéré comme logistiquement impossible. N'importe quel autre général aurait demandé des semaines. Patton n'hésita pas. Il sortit un petit carnet de sa poche. À la stupéfaction générale, son état-major avait déjà élaboré 3 plans d'urgence pour une attaque allemande dans les Ardennes, une éventualité que le renseignement allié avait écartée comme impossible. Il regarda Eisenhower droit dans les yeux, son vieil ami et désormais son commandant, et avec une assurance qui trancha le désespoir dans la pièce, il dit « 72 heures ». Une promesse qui frisait la folie fut faite. Le commandant suprême, l'homme qui l'avait freiné pendant des mois, fit le plus grand pari de la guerre et ne dit qu'une seule chose : faites-le. Le sort de plus de 100 000 soldats américains encerclés, et peut-être celui de la guerre tout entière, dépendait maintenant de la capacité de Patton à accomplir l'impossible. Patton ne tint pas sa promesse, il la pulvérisa. En moins de 72 heures, au cours de l'une des manœuvres logistiques les plus brillantes de l'histoire militaire, il retira 3 divisions entières du combat, plus de 100 000 hommes, les fit pivoter de 90 degrés et les lança telle une lance contre le flanc sud de l'offensive allemande. Ce qui devait être le plus grand triomphe d'Hitler devint son plus grand piège. L'assaut de la 3e armée soulagea la pression sur les troupes encerclées à Bastogne et transforma ce qui aurait pu être la pire défaite américaine en Europe en une victoire décisive. Pour Eisenhower, ce moment fut la justification ultime. Chaque dispute, chaque scandale, chaque nuit blanche passée à s'inquiéter de ce que Patton allait faire ou dire, tout cela en valait la peine. À l'heure la plus sombre, alors que tous les autres généraux ne voyaient que des problèmes, il se tourna vers l'homme qui était l'incarnation même de l'action. Et Patton répondit présent. Il sauva l'armée d'Eisenhower. Il sauva la réputation d'Eisenhower. Et, très probablement, il abrégea la guerre. Mais le triomphe est éphémère, et la nature même de Patton était une arme à double tranchant. La guerre en Europe prit fin en mai 1945. Les canons se turent, et le monde se remit à respirer. Et presque du jour au lendemain, le plus grand atout d'Eisenhower devint son plus grand problème. La même agressivité qui avait écrasé les armées nazies se tournait désormais vers la diplomatie. Patton commença à faire des déclarations publiques minimisant la dénazification et suggérant, de manière choquante, que les États-Unis devraient se réarmer avec les soldats allemands restants et attaquer l'Union soviétique. Les qualités qui font d'un homme un guerrier de légende sont rarement les mêmes que celles qui en font un homme d'État. Le franc-parler brutal de Patton, si précieux lors d'une réunion de guerre, était un désastre diplomatique. Pour un monde qui aspirait désespérément à la paix et à la stabilité, Patton était un danger, un chien de guerre incapable de cesser le combat. Eisenhower, l'architecte de la victoire, était désormais l'architecte de la paix, et il ne pouvait permettre à son plus célèbre général de remettre le feu au monde. Le cœur lourd, Eisenhower prit la décision qu'il savait inévitable. Il releva Patton du commandement de la 3e armée, cette même armée qu'il avait menée avec tant de gloire. Il rétrograda son vieil ami,
le sauveur de la bataille des Ardennes. Leurs dernières conversations furent froides et amères, pleines d'accusations de trahison. Le guerrier sentit que le politicien l'avait écarté, maintenant qu'il n'était plus utile. Était-il possible qu'un homme fût si parfaitement taillé pour la guerre qu'il en devint fondamentalement incapable de vivre en paix? Et que fait un commandant lorsque son arme la plus efficace devient plus dangereuse pour ses amis que pour ses ennemis? La tragédie de Patton est d'avoir vécu assez longtemps pour voir un monde qui n'avait plus besoin de lui, mais sa fin ne viendrait pas sur un champ de bataille, comme il en avait toujours rêvé. Elle viendrait sur une route verglacée et avec elle, le silence. Un silence qui permettrait enfin à Eisenhower de dire la vérité. Finale. La nouvelle de la mort de Patton, en décembre 1945, n'apporta aucun soulagement à Eisenhower, seulement une sombre forme de liberté. Le masque diplomatique qu'il avait porté pendant des années se fissura enfin. Dans des conversations privées avec son état-major et dans des lettres à des amis proches, la vérité qu'il avait si soigneusement réprimée commença à émerger, non pas comme un murmure, mais comme un rugissement. Il admit que Patton possédait quelque chose qu'aucun autre général n'avait, la capacité de façonner la réalité par la seule force de sa volonté. Tandis que d'autres commandants s'appuyaient sur des plans et l'organisation, Patton commandait par sa personnalité, déplaçant des armées avec un mélange de peur, d'inspiration et de vitesse implacable. C'étaient des qualités qui ne pouvaient s'enseigner dans les académies militaires, qui ne pouvaient être reproduites. C'étaient les purs instincts d'un prédateur. La confession la plus douloureuse d'Eisenhower fut que ses décisions de contenir Patton étaient presque toujours fondées sur la politique et non sur la stratégie militaire. Il confia à ses plus proches conseillers que l'idée que la guerre aurait pu se terminer des mois plus tôt, s'il avait lâché la laisse de Patton, le hantait. Combien de vies auraient pu être sauvées s'il avait ignoré les pressions politiques et tout misé sur son général le plus dangereux? C'était une question qui le poursuivrait pour le reste de sa vie. Des années plus tard, dans ses mémoires, Eisenhower utiliserait un mot pour décrire Patton, un mot qu'un commandant suprême emploie rarement pour un subordonné: indispensable. Pas utile, pas brillant, mais indispensable. C'est un aveu stupéfiant. Cela signifie que sans lui, l'issue de la guerre aurait pu être différente. Cela signifie que toute la machine de guerre alliée, avec ses millions d'hommes et sa production industrielle écrasante, dépendait, dans les moments les plus cruciaux, du génie tourmenté d'un seul homme. L'histoire d'Eisenhower et de Patton est plus que l'histoire de deux généraux. C'est une tragédie sur le fardeau du véritable commandement. Elle parle de la solitude de prendre des décisions que personne d'autre ne peut prendre, de devoir protéger sa plus puissante arme d'elle-même et du monde. Elle parle de la vérité inconfortable selon laquelle les mêmes qualités qui sauvent des nations en temps de guerre peuvent menacer de les détruire en temps de paix. Eisenhower devint ensuite président, un homme d'État qui guida l'Amérique à travers les dangereuses premières années de la guerre froide. Mais il ne commanda plus jamais d'armée. Peut-être parce qu'après avoir géré un talent aussi volatile et brillant que celui de Patton, tout autre défi semblait dérisoire. Qu'en pensez-vous? Eisenhower a-t-il eu raison de contenir Patton pour maintenir l'unité de l'Alliance, ou aurait-il dû tout risquer et laisser son meilleur général foncer librement sur Berlin? Il n'y a pas de réponse facile, et votre opinion est importante. Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si des histoires comme celle-ci, qui révèlent que la vérité complexe derrière les héros, résonnent en vous, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. Nous croyons que comprendre le passé est la seule façon de naviguer dans le présent. Leur amitié a commencé par un rêve partagé sur l'avenir de la guerre, et s'est terminée par le fardeau silencieux de son véritable coup.